séquençage du génome humain, c'est en 2003, donc c'est relativement récent. Emmanuel Génin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le génome humain? Et est-ce qu'on peut dire, maintenant qu'on a séquencé ce génome, qu'il n'y a plus rien à découvrir en génétique? Alors, le génome humain, c'est en fait la séquence de ces molécules qu'on voit et qu'on va pouvoir décrypter. Donc, le séquençage, ça a consisté à lire en fait cette séquence de nucléotides. Donc, il y a 4 nucléotides possibles, A, T, G, C. Donc, d'essayer de comprendre comment ils étaient organisés sur cette grande molécule d'ADN. Donc l'ADN, vous pouvez l'imaginer comme une espèce de grand film, c'est organisé en structure particulière. Et donc le séquençage, effectivement, en 2003, il a été réalisé. Donc ça a été la finalisation, parce que les projets de séquençage, ils ont été lancés plus de 10 ans auparavant. On a mis plus de 10 ans à séquencer le premier génome humain. En fait, on a séquencé plusieurs génomes pour avoir une idée d'une séquence de référence, et ça avait coûté à peu près, donc il y a le génome humain, c'est 3 milliards de nucléotides, et ça avait coûté 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui, en fait, avec l'évolution des techniques de séquençage, on peut réaliser du séquençage pour à peu près 1500 dollars, donc le séquençage d'un génome, et on peut le faire très vite à l'échelle d'une journée, quelques jours en fonction des machines dont on dispose, mais en tout cas, c'est effectivement plus du tout, c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a tout compris? Eh bien non, au contraire, peut-être que c'est l'inverse, en fait. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé, et qu'il y avait, notamment dans le génome, on savait qu'il y avait des parties codantes, mais ces parties codantes, elles représentent seulement environ 1-2% du génome. Il y a toute une partie inexplorée. Jusqu'à présent, on pensait que c'était de l'ADN, qu'on appelait même de l'ADN poubelle. Mais en fait, c'est beaucoup d'éléments régulateurs qui expliquent comment les gènes vont s'exprimer. Donc non, on n'a pas tout compris. Et puis la première séquence en 2003 ne nous a pas permis aussi de tout comprendre, puisque ça a été juste en fait, on n'a pas pu mesurer encore toute la diversité. Aujourd'hui, les projets vont viser à essayer de voir les différences qui existent entre individus. Merci beaucoup. Sylvie, dans votre travail, dans vos nouvelles, notamment dans l'opéra de Chaya, vous avez une forte inspiration de la génétique humaine et de son interaction avec l'environnement. La génétique, c'est très inspirant pour les auteurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu inspirant suite aux récentes découvertes, ou est-ce que ça l'a toujours été? Alors, je crois que tous les sujets peuvent être inspirants, surtout ceux dans lesquels on n'est pas expert. Parce que moi, je suis une scientifique, mais dans un domaine très différent. Et c'est beaucoup plus difficile de faire travailler son imagination créatrice sur des sujets qu'on connaît trop bien, parce qu'on connaît trop bien l'état actuel de la recherche et des théories dans le domaine. Et c'est très difficile de s'en dégager. Moi, je n'écrirai jamais une nouvelle avec des intelligences artificielles conscientes d'elles-mêmes, par exemple. Je ne peux pas. Il y a des auteurs qui le font très bien. Par contre, s'il s'agit de parler de chimie ou de génétique, dans la mesure où je ne suis pas du tout une experte, ben oui, c'est un tremplin extraordinaire pour l'imagination. Et je dois dire des tas de choses totalement hérétiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut jouer avec des idées formidables autour de cette thématique-là? Et alors, dans le travail des auteurs au niveau de la génétique, très souvent, que ce soit dans les films comme Bienvenue à Gattaca ou dans d'autres comme Le meilleur des mondes, etc., on va beaucoup travailler sur les modifications à l'intérieur de l'humain, parfois pour créer, on va dire, un humain amélioré, un surhomme. Est-ce que dans l'imaginaire collectif, c'est à ça que sert la génétique? C'est vrai que l'eugénisme, c'est un angle extrêmement courant, puisque il n'y a pas que quand on parle de transhumanisme qu'on peut prendre la chose sous cet angle. Et c'est assez logique de se dire, après tout, si on peut agir sur le génome, autant l'améliorer, autant en tirer le meilleur parti, autant éliminer tous les caractères récessifs qui ont des effets pervers et qui crée des problèmes. Donc, en première approche, ça paraît tellement naturel. Bon, ce qui est passionnant avec Bienvenue à Gattaca ou avec Le meilleur des mondes, c'est que une fois qu'on a franchi ce stade
qu'est-ce que ce serait bien? Ben, on peut commencer à se dire, oui, mais quelles seraient les conséquences, les conséquences sociales? Et en fait, je crois que nous, c'est souvent comme ça qu'on se positionne en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'une fois que la technologie, une fois qu'on a imaginé qu'elle était engagée, qu'on était capable de la mettre au point, comment elle se déploie au niveau social? Quelles sont les conséquences en termes d'organisation sociale? Elles sont terribles dans le meilleur des mondes, encore que tout le monde est malheureux. Tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Il n'y a que le visiteur qui débarque de l'extérieur, qui trouve le système choquant et dont le malaise se diffuse petit à petit. Mais finalement, bon, je pense que tout le monde connaît le meilleur des mondes, mais je rappelle juste on ne sait pas, c'est pas de l'eugénisme au sens où on n'améliore pas le génotype des meilleurs, mais c'est simplement au sens où on s'est dégradé le génotype et du coup on peut laisser les fœtus se développer dans des environnements défavorables où ceux qu'on appelle, il y a les alphas, les bêtas, les gamma, on descend jusqu'aux epsilon. Les epsilon, on leur impose dès la conception une dose d'alcool bien toxique, très nuisible à leur développement, ce qui fait que leurs capacités mentales sont amoindries et qui sont très heureux en faisant des tas de petits jobs du style conduire les ascenseurs, parce qu'ils ne rêvent pas à quelque chose de plus passionnant que leurs ailes. Donc la société est optimale. Bon, mais ça nous interroge nous, parce que c'est pas le fonctionnement de notre société. Pourtant tout le monde y est heureux. Oui, donc du coup, on se soucie d'éthique en littérature, on s'interroge sur l'éthique en littérature. Qu'en est-il en sciences? Alors c'est exactement la même chose, et puis en fait, moi quand j'entends parler des mauvais gènes, enfin d'ailleurs on ne peut pas parler parce que tout le monde a les mêmes gènes, hein, c'est juste les variations qui existent, en fait je pense que cette vision complètement binaire, blanc-noir, elle n'est pas là, parce qu'il y a des variants qui vont conférer un avantage pour quelque chose et puis au contraire être délétère. Alors bien sûr, je ne parle pas des maladies monogéniques où là, il y a vraiment une mutation qui va conduire à la pathologie, mais il y a énormément aujourd'hui d'études sur ce qu'on appelle des maladies multifactorielles ou complexes, où là on a des facteurs génétiques qui peuvent conférer un risque, un peu comme des facteurs d'environnement, mais ces facteurs génétiques, c'est quoi? C'est aussi des variants qui existent dans la population et qui peuvent peut-être au contraire être aussi favorables dans un autre environnement, donc on ne peut pas se dire qu'il faut... On ne sait pas à quoi on touche en fait, si jamais on élimine et puis ces variants-là, et peut-être qu'au contraire dans un autre environnement ils vont être favorables. Donc c'est plus compliqué, et effectivement en génétique on se pose aussi beaucoup de questions sur l'éthique et comment on doit appréhender les choses, et puis avec l'implication que ça a aussi, non seulement pour soi, mais pour tous ces apparentés. Enfin, c'est peut-être une question sur laquelle on reviendra après, mais effectivement c'est aujourd'hui une problématique, et puis aussi le droit de dire que certaines personnes ne veulent pas savoir, ce droit de ne pas savoir aussi quel risque on a en fonction des facteurs. Surtout, c'est encore une science qui, comme disait Mélanie au départ, est une science récente, et on ne maîtrise pas encore entièrement les choses, et puis on arrive à peut-être, il faut éviter effectivement de se dire qu'on a la réponse à tout, et de prendre l'exemple de certaines maladies où on a effectivement des variants qui sont très forts, qui ont des effets très forts dans toutes les situations, parce que c'est pas vrai pour toutes les pathologies.